Avant de commencer l'épisode, j'ai une annonce à vous faire. Depuis hier, le 3 avril, les inscriptions pour la nouvelle session de l'accompagnement Indépendance Cannelle sont ouvertes. Elles le seront jusqu'à dimanche prochain, le 9 avril. 10 places sont disponibles pour démarrer ensemble l'accompagnement longue distance le plus complet que je propose actuellement pour travailler ensemble à retrouver une relation sereine avec votre alimentation. Si aujourd'hui votre espace mental est encombré par des pensées autour de la nourriture et de votre apparence corporelle, il me semble qu'Indépendance Cannelle peut vous aider à libérer de l'espace pour enfin vous concentrer sur d'autres sujets qui vous approcheront de ce qui compte vraiment pour vous. Pendant 12 mois, au sein d'un petit groupe, nous avançons ensemble vers plus de liberté et d'insouciance dans votre relation avec l'alimentation, le poids, le mouvement et l'image corporelle. Je ne la fais pas plus longue et si vous souhaitez rejoindre Indépendance Cannelle, rendez-vous sur mon site pouvoircannelle.com sur la page de l'accompagnement ou directement en suivant le lien dans la description de l'épisode. Vous pourrez y lire tous les détails sur Indépendance Cannelle et si vous avez des questions avant de nous rejoindre, n'hésitez pas. Je vous laisse à présent avec l'épisode du jour. Je suis Anne Pioz, psychothérapeute et je vous accompagne à retrouver une relation sereine et intuitive avec votre alimentation. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui vous accompagne à reprendre le pouvoir dans votre relation avec la nourriture, à sortir des injonctions de la culture des régimes et à ne plus vous sentir seul avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes et d'hommes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreux à nous retrouver pris au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. J'ai 25 ans, j'ai toujours beaucoup entendu « Arrête de manger, tu vas devenir une boule, mange pas trop, tu vas devenir grosse ». Arrivée en 4e, milieu du collège, où j'ai commencé à faire des crises d'hyperphagie. Et j'ai commencé malheureusement très vite à me faire vomir. C'est quelque chose dont j'avais terriblement honte. Manger pour vomir toute la journée, tous les jours, c'était à plus pouvoir aller en cours, c'était pas vivable. C'était aussi suffisamment insupportable pour que le suicide soit une option. Le confinement a nécessité de trouver du contrôle ailleurs en fait. Il a été malheureusement l'élément déclencheur d'une énorme rechute dans l'anorexie. J'ai confiance en ma capacité à guérir aujourd'hui. Personne ne regrette de se soigner de troubles alimentaires. Bienvenue dans l'épisode 81 du podcast La pleine conscience du pouvoir. Aujourd'hui, vous allez entendre le témoignage de Julie. À 25 ans aujourd'hui, Julie se souvient que son insatisfaction corporelle a débuté dès ses 5 ans alors qu'elle faisait de la danse classique. Grandissant dans un environnement où la peur de grossir était très présente, Julie était persuadée qu'elle allait devenir grosse si elle ne contrôlait pas constamment sa silhouette. Assez vite, elle a commencé à mettre en place des restrictions. Les compulsions se sont installées ensuite jusqu'au moment où elle a sombré dans la boulimie vomitive. S'en est suivi un chemin de 10 années jusqu'au moment où, se sentant sur le fil, elle a pu lâcher et s'en remettre aux soignants qui l'accompagnaient et se faire hospitaliser. Julie a à cœur, en témoignant aujourd'hui dans la pleine conscience du pouvoir, de pouvoir à son tour soutenir comme elle a pu l'être en écoutant les témoignages qui sont déjà en ligne. Je vous laisse à présent découvrir notre échange. Bonjour Julie. Bonjour. Merci à toi de venir nous offrir ton témoignage dans la pleine conscience du pouvoir. Je suis vraiment toujours très heureuse d'accueillir
Encore une nouvelle personne, parce qu'en fait, c'est vraiment la richesse, enfin je trouve, c'est pas pour envoyer des fleurs au podcast, mais je trouve que c'est vraiment ce qui fait la richesse de la pleine conscience du pouvoir, ce sont vos de plus en plus nombreux témoignages, donc merci beaucoup à toi de ta contribution, et d'ailleurs je crois que c'était vraiment ça le moteur pour que tu sois là aujourd'hui. Ouais, complètement, je sais avec plaisir, et puis c'est vrai que le moteur, dans un but préventif en effet, et d'apporter peut-être des informations, j'apprécie dans vos podcasts la variété en effet. On se rend compte que même si tout le monde est face à des difficultés assez similaires, il y a quand même une énorme différence de la façon de les vivre, de la façon de réagir, de la façon de s'en sortir. Mais oui, c'est ça. Et plus on entend des versions différentes, c'est pas la même histoire, mais il y a quand même des points communs, puis avec des déclinaisons. Et plus ça peut permettre à des personnes de se reconnaître, en fait, et de s'identifier. Mais oui. Alors, Julie, qui es-tu ? Est-ce que tu veux bien te présenter pour commencer ? Qui je suis ? Alors, j'ai 25 ans. Je suis éducatrice sportive en natation synchronisée, un sport que je pratique depuis que je suis toute petite. Uh-huh. Je suis actuellement en même temps en reconversion professionnelle, alors pas en ayant le but d'arrêter ma pratique, mais en ayant le but de m'ouvrir à deux professions. Mm-hmm. Donc, j'ai repris mes études en fac de psychologie. Oui. Et puis, du coup, je suis future maman. Ce qui est un dernier gros changement. Mais oui, et c'est pour quand alors ? Normalement, au mois de juillet. J'ai pas encore de date, mais voilà, dans à peu près 6 mois. D'accord. Une sacrée nouvelle aventure là qui s'ouvre à toi, effectivement. Ouais. Puis c'est vrai qu'à la suite d'une grosse démarche et d'un gros investissement dans la guérison des troubles alimentaires, c'est une bonne nouvelle qui fait en même temps beaucoup d'un coup. Ah oui. Mais c'est une bonne chose. Bon. Alors Julie, si ça te va, je te proposerais bien, comme à chaque fois, de nous apporter ton témoignage peut-être dans un ordre chronologique, si c'est ça qui te convient. Je pense que c'est le plus simple aussi. Oui, ok. Alors par où commencer ou quand commencer ? Très tôt, parce que j'ai des souvenirs qui remontent très très tôt. De ce qui est de mon rapport au corps, mes premiers souvenirs sont à 5 ans. Ah oui, effectivement. J'ai souvenir de me trouver trop grosse dans le cadre sportif. Je faisais de la danse classique à l'époque. Et j'ai vraiment des souvenirs très précis de tenues, de complexes, de personnes à qui je me comparais que je connais encore de loin. Ouais. Et puis, j'ai des souvenirs plus jeunes. À 3 ans, j'ai été maltraitée par une nourrice et j'arrive quand même à me rappeler de ce qui s'est passé, mais surtout du fait qu'elle m'ait beaucoup empêchée de m'exprimer, notamment par rapport à un plat qui est trop chaud, fallait pas le dire, sinon je prenais un verre d'eau froide sur la figure. Et où, en fait, je pense que j'ai été obligée, c'est quelque chose qui a des répercussions ensuite, de beaucoup contenir ce qui me dérangeait. Mais oui, tu as appris à te taire finalement. Exactement, ouais. Pour éviter des comportements désagréables en retour. Bah oui, c'était vraiment une question de survie pour la toute petite fille que tu étais. Et puis ensuite, j'ai grandi dans l'anticipation de faire attention parce qu'il faut pas devenir grosse. Je n'ai jamais été en surpoids. J'ai toujours fait du sport parce que c'est quelque chose qui tenait à cœur à nos parents de nous encourager à faire du sport, parce que j'ai trouvé aussi beaucoup de plaisir dans les pratiques sportives que j'ai fait. Oui. Mais j'ai toujours beaucoup entendu « Arrête de manger, tu vas devenir une boule. Mange pas trop, tu vas devenir grosse. Fais attention. » Et en fait, je pense que même si je ne suis jamais devenue grosse, j'ai toujours eu cette appréhension de « je vais le devenir. De toute façon, je vais le devenir. » Bah oui, c'était comme une fatalité en fait, contre laquelle il fallait lutter en permanence. Exactement. Et du coup, il fallait l'anticiper. Donc, il faut perdre du poids parce que je vais devenir grosse. Il faut être fine parce que je vais devenir grosse. Il faut contrôler parce que je vais devenir grosse. Et j'ai aussi pris beaucoup de remarques de mon entourage, de mes amis, pas forcément méchantes, et puis avec beaucoup d'innocence parce qu'on était des enfants, mais j'ai toujours été entourée de beaucoup d'amies très fines. Et j'étais pas grosse, mais je restais la plus grosse, et malheureusement la comparaison a fait que qu'il m'est arrivé d'avoir des remarques, et puis s'en est suivi le choix d'un sport où en natation synchronisée, même si maintenant je trouve qu'il y a plus de bienveillance. Oui. Il y a 10-15 ans en arrière, on était encore dans le discours, même si ça n'a jamais été celui de mon entraîneur. On était dans le discours et dans cette injonction de il faut être grande et fine pour exceller dans le sport, dans ce sport en tout cas. Et est-ce que c'est réel ça ? Non, c'est pas réel.
l'injonction, elle est toujours là parce que moi, aujourd'hui, j'entraîne et j'ai des nageuses qui la formulent régulièrement. Ah. Et j'ai beau me battre contre ça, malheureusement, ça se ressent de manière générale quand on est en compétition, quand voilà. Mais non, à mes yeux, c'est pas réel dans le sens où j'ai vu des filles exceller à niveau international, national, et des filles qui n'étaient pas maigres, qui n'étaient pas forcément fines, parfois très musclées et magnifiques à regarder nager. Donc non, je ne pense pas que ce soit une nécessité. Une réalité, oui. Mais en tout cas, le mythe perdure. Ouais, oui. Mais comme dans tous les sports artistiques, en fait. Oui, mais complètement. Tu parlais de la danse au tout début, où très très vite, tu sentais comme une injonction, alors que, en fait, il y avait des choses qui arrivaient. Alors, il y avait des choses de ton entourage aussi, si j'ai bien compris. Il y avait une peur, en fait, des corps gros autour de toi et de surtout, fallait pas le devenir, en fait. Ouais, une espèce de grossophobie qui n'est pas une reproche envers mon entourage, mais oui, quelque chose qui flottait comme ça tout le temps, en fait, autour de moi. C'est ça. Sans trop que tu saches d'où ça venait au départ, quoi, en fait. Ouais, j'ai appris plus tard que ma mère avait eu des troubles alimentaires également adolescente, donc je pense que y a eu très inconsciemment et très involontairement une transmission des angoisses aussi. Oui. Et puis arrivée en 4e, milieu du collège, où j'ai commencé à faire des crises d'hyperphagie, qui je pense étaient plus liées à l'émotion qu'autre chose. Alors j'ai toujours fait entre mon enfance et ce moment-là des pseudo-régimes d'enfants qui n'y connaissent rien. Ah oui, et que tu improvisais toute seule, Exactement, c'est ça ? Et qui duraient pas longtemps et qui passaient très inaperçus. Oui, tu aurais des exemples ? J'ai des souvenirs en général avant l'été. Ah oui, oui. Je vais faire gaffe, je vais éviter de manger ça, mais ça durait une semaine, même pas. Et puis j'ai abandonné parce que c'est dur, parce que j'étais une enfant et parce que ça n'aurait absolument pas dû être là. Et arrivé en 4e, je faisais des grosses crises d'hyperphagie en rentrant des cours, mais je ne le savais pas, je l'ai su bien plus tard. Et je pense que ça a été vraiment la période où j'ai commencé à... parce que le corps commence à avoir une importance différente de quand on est enfant. Parce qu'on arrive ado, parce que le corps change aussi, parce qu'on a des formes, et puis parce que il y a tout ce qui nous passe par la tête au sujet de plaire à un garçon. Oui, tous ces chamboulements, en fait. Oui. Et j'étais très mal dans ma peau à cette époque. J'avais pas mal de petits soucis assez mineurs à l'école, mais qui en fait moi me pesaient beaucoup. Un harcèlement, mais qui était assez léger, mais des remarques qui, à l'époque, étaient très blessantes. J'avais beaucoup d'acné, je me prenais des remarques dessus. Oui. J'avais pas mal de soucis relationnels parce que j'étais assez impulsif à l'époque. Donc, au niveau amical, des fois, ça plaisait pas, et puis ce que je comprends totalement. Je veux juste, je te coupe parce que j'ai juste envie de revenir sur petit harcèlement. Parce que je me dis, de toute façon, c'est quelque chose de violent quand on s'essuie des remarques. Alors bien sûr, il y a des degrés dans l'horreur que ça peut prendre en fait, mais dans les marques que ça laisse sur les victimes, je sais pas si ça peut être petit en fait. Non, peut-être pas petit, mais c'est vrai, quand j'entends des choses qui se passent aujourd'hui, mon regard fait que moi je trouve que ce que j'ai vécu... c'était dur, mais c'est pas ce qui a été le plus compliqué à gérer non plus. Ça m'a pas laissé des séquelles monumentales. Donc oui, mais le mot est pas forcément adapté, c'est vrai. Non, mais c'est parce que je suis tatillon, tu sais, parce que on nous écoute là. Alors je me dis c'est quand même, j'ai pas envie de laisser passer. C'est vrai. Tu sais, j'en parle souvent. C'est aussi cette façon parfois que les personnes ont de minimiser en fait les vécus qu'elles ont eus ou les souffrances qu'elles ont traversées, parce qu'il y a toujours pire. Oui, effectivement, on peut toujours trouver pire dans l'horreur. Mais il n'empêche que dans nos vécus, quand nous traversons des violences telles que des remarques, des insultes sur notre apparence physique ou toute autre chose, c'est violent en fait. Donc c'est... Voilà. Mais du coup, je t'ai interrompu dans ton récit. Non, mais c'est vrai que c'est une remarque à faire parce que... je sais que je peux avoir tendance à le minimiser, mais en effet, il faut pas que derrière quelqu'un entende que ce qu'il vit est à minimiser en fait. Et c'est vrai que en parallèle de ce que je vivais au collège, ça a été une époque qui était compliquée
à la maison parce que mes parents savaient pas s'ils allaient divorcer, parce que j'arrivais un peu à trouver ma place nulle part, à avoir un peu du mal à me raccrocher à quelque chose. J'étais au départ une bonne élève qui a très vite décroché. Alors, ça m'a pas empêché de faire un bac général, de le réussir, de ne jamais redoubler, mais il y avait vraiment aucun effort et aucune envie de ma part. C'était vraiment pas ce qu'il faut. Oui. Et je me suis du coup réfugiée dans mon sport par passion, et puis parce que je pense que c'est l'endroit où j'arrivais à trouver un petit peu plus ma place. Sauf que réfugiée dans mon sport, c'était me réfugier là où j'avais l'injonction d'avoir le physique fin, parce que grand n'est pas possible. Et non. Je ne pouvais pas changer ma taille. Non, là-dessus, on peut pas agir. C'est une donnée, tout comme est le poids, au final. Mais Oui. la taille, au moins, on n'a pas de moyen d'essayer d'agir Exactement. dessus. Et puis, s'en est suivi quelques années comme ça où j'étais pas très bien, mais tout se tenait comme possible. Et les crises d'hyperphagie m'ont fait prendre du poids. Alors pas beaucoup, mais je saurais pas du tout le dire en chiffres, mais en tout cas quelque chose qui était compliqué à voir pour moi dans le miroir, et notamment à voir en maillot de bain et sur les vidéos des compétitions, jusqu'à milieu de seconde où j'ai vraiment eu une vidéo qui a été trop difficile à voir et qui a été la goutte de trop qui à l'époque m'a fait faire le mauvais régime de trop. Et qui a entraîné tout un cercle vicieux suite aux crises qui se faisaient. Et puis, je suis tombée dans le cercle vicieux de on se restreint plus, on se restreint trop, et puis tout nous fait peur. Et j'ai commencé malheureusement très vite à me faire vomir parce que c'est une facilité que j'ai depuis toute petite. J'ai commencé à vomir très tôt, c'est-à-dire à 3 mois. À régurgiter le lait maternel. Ensuite, quand j'ai eu des soucis de garde avec ma nourrice, j'ai appris plus tard que je me faisais vomir pour être malade avant d'y aller. Ça a été très tôt une ressource pour dire que ça n'allait pas. Ouais, exactement. Et je pense un moyen d'extérioriser, en fait, de faire sortir. Et c'est vraiment le sentiment que j'en ai encore aujourd'hui. Et c'est vraiment quelque chose qui ne m'est pas désagréable, en fait, parce que ça sort. C'est pas la bonne façon. Les répercussions sur le physique et la santé sont catastrophiques. Oui, ça a été la solution, entre guillemets, la plus évidente, finalement. Exactement. Et puis, donc le cercle vicieux a entraîné une perte de poids conséquente. Et j'ai eu la chance de trouver un soutien très précieux auprès de mon entraîneur, qui s'en est rendu compte, qui s'est alerté et qui a toujours été et qui est encore aujourd'hui un soutien. Une ressource. Ouais, exactement. Oui, c'est-à-dire que elle, en fait, elle voyait. C'était peut-être une des seules personnes, avec tes coéquipières, qui te voyaient en sous-vêtements, finalement, en maillot. Et du coup, là, elle voyait ton corps qui maigrissait. Elle s'est alertée, finalement. C'est ça ? Ouais, complètement. Elle s'est alertée. Je pense que moi, j'ai accepté, contrairement à mes coéquipières, de me tourner vers elle parce que c'était une adulte et que j'ai mis vraiment des années et des années à réussir à poser les mots dessus. Mais je pense que ça a été un substitut maternel. Et je me suis énormément raccrochée à ça. Et puis, du coup, elle s'est alertée, elle a été là, mais elle a aussi fait en sorte que j'en parle à mes parents parce que, il n'empêche qu'Henriette, là, elle n'avait pas ni à gérer ça, et puis elle n'avait pas de toute manière ni les moyens ni pour gérer ça. Et ça a pris combien de temps ? Parce que tu parlais donc de la seconde, de cette fameuse vidéo que tu as vue, et donc il y a eu la spirale qui s'est enclenchée. Alors la vidéo, c'était une compétition qui devait être, si je dis pas de bêtises, au printemps, avril ou mai. Elle s'est alertée, je dirais fin de l'automne, parce que j'ai commencé vraiment à avoir des comportements on va dire mauvais avec l'alimentation tout de suite, mais par contre la rentrée de septembre a été le côté la rentrée, le renouveau, on se met un coup de poil en avant, tout ça, et ça s'est vu donc visuellement quelques mois après. Et quand vraiment on en a discuté, elle m'a laissé, je crois, 2 mois pour en parler à mes parents. Et du coup j'avais dû en parler à mes parents tout début d'année 2014. Donc mes parents l'ont très bien entendu. Oui. Sauf que en fait à l'époque, moi j'étais bien dans ma maladie, malheureusement. Parce que ça m'apportait un refuge, parce que ça me permettait d'essayer d'atteindre le physique que je voulais, parce que tous les inconvénients, je pense que je m'en rendais pas encore compte, ou en tout cas la balance avantage-inconvénient, je la voyais
plus dans les avantages. Bah ouais. Oui. C'est vraiment ce moment de la maladie où c'est comme si on avait l'impression d'avoir craqué le code, quoi. En fait. Exactement, c'est ça. Et du coup, je pense qu'à ce moment-là, malheureusement, on a beau tout entendre, on est buté dans nos démarches et dans nos comportements. Et du coup, toute la prise en charge qui s'est mise en place, parce que bien sûr, mes parents se sont tournés vers le médecin, puis aller voir une psychiatre, et puis un suivi thérapeutique. Mais j'ai fait ça parce qu'il fallait, parce que je voulais qu'on me laisse tranquille. Ben oui. Et en fait, ça n'a servi à rien, parce que je mentais de toute manière aux soignants qui me suivaient, parce que j'avais pas envie, parce que j'étais bien dans ma maladie, et puis qu'à côté de ça, soigner l'anorexie, c'était aussi devoir parler de la boulimie. Parce qu'il y avait toute la restriction, la perte de poids et les comportements d'un trouble anorexique, mais à côté, il y avait aussi beaucoup de crises de boulimie vomitive. Et malheureusement, la boulimie, aujourd'hui, j'en parle avec beaucoup d'aisance, mais c'est quelque chose dont j'avais terriblement honte. Mais oui. Et donc, en parler, c'était quelque chose d'impossible. C'est là que tu dis je mentais aux soignants, ou en tout cas tu ne disais pas tout, tellement c'était honteux. Là, c'était pas tant ça me va de fonctionner comme ça, mais c'était trop honteux. Alors honteux parce que c'était aussi le signe que tu craquais, ou Ouais, exactement. Ouais, c'était vraiment ce côté je veux résister à la nourriture, et en fait il y a des moments où je craque et je ne peux pas. Et ça, c'était pas possible pour moi d'en parler aux soignants. Puis je pense que j'avais pas confiance en qui que ce soit à ce moment-là, de toute manière. Oui. Donc, je me suis beaucoup renfermée là-dedans pendant pas mal de temps. Et en fait, à côté de ça, j'étais pas non plus maigre à choquer. Si on me croisait dans la rue, voilà, j'étais fine. Et du coup, en fait, on ne s'alertait pas plus que ça autour de moi. Et là où je minimisais beaucoup, c'est que je me disais, personne s'alerte, personne s'inquiète vraiment. Mes amis ne le remarquent pas, ou en tout cas, ne me l'exprime pas. Donc à mes yeux, c'est qu'ils ne remarquent pas, et du coup tant que tout le monde s'affole pas, c'est pas grave, laissez-moi continuer. Eh ben oui, c'est vraiment un cercle vicieux là pour Exactement. le coup, puisque l'entourage et les soignants, j'imagine, ne s'alertaient pas plus que ça, puisque tu disais faire tout ce qu'il fallait pour. En tout cas, la maladie te faisait dire que tu faisais tout ce qu'il fallait pour, et ton IMC était peut-être pas si alarmant que ça. Non, il était bas, mais en effet, il n'était pas encore très alarmant. Et puis les soignants à l'époque qui me suivaient n'étaient pas spécialisés. Et moi aujourd'hui, je me rends compte que c'est quand même important, malheureusement, dans les troubles alimentaires, d'avoir quelqu'un de formé à ça, parce que c'est tellement complexe. Donc les soignants n'étaient pas non plus affolés. Et puis voilà, la maladie ment beaucoup. Le contrôle est trop important à avoir à ce moment-là. Et puis j'étais au lycée, donc s'en est suivi la découverte de l'alcool. J'étais pas bien dans ma peau, et la maladie m'a beaucoup renfermée, et c'est là où aujourd'hui j'ai beaucoup de regrets. C'est que j'ai perdu énormément d'amis, parce que se renfermer, on ne partage plus rien, et puis parce qu'il y a des gens qui abandonnent, malheureusement. Les gens sont humains, et quand le soutien qu'ils veulent vous apporter est refusé 1 fois, 2 fois, 6 fois, 10 fois, les gens arrêtent de se battre dans le vent. Et oui, ça parle aussi de combien la maladie isole. Oui, complètement. Dans ces problèmes autour de la santé sociale. Ouais. Donc mes relations ont pris un gros coup à l'époque, et puis voilà, entre le fait de décrocher au niveau des cours, les découvertes de l'alcool qu'on fait, que ça a été aussi un refuge très ponctuel, qui était que pendant les soirées, quand j'ai commencé à arriver sur la majorité, mais tout a été un espèce d'engrenage il faut que je trouve des échappatoires, mais malheureusement des échappatoires qui étaient vraiment tout sauf sains. Je me suis réfugiée dans le sport, ce qui était, je pense, le moins pire, mais qui a quand même eu des répercussions qui étaient pas bonnes non plus. Et tout ça jusqu'à arriver sur les études supérieures, où j'ai réussi à rentrer dans un excellent BTS qui a nécessité un appart, vivre seul. Et vivre seul a été ingérable. C'est-à-dire que c'était la porte ouverte à faire ce que je voulais avec l'alimentation. Donc ça a été une année où les crises ont énormément augmenté, et où là c'est devenu handicapant, enfin. Oui, enfin. Malheureusement, mais oui. Et où j'ai rencontré également mon chéri, qui est toujours actuellement mon conjoint. Je l'ai rencontré à l'époque, et c'est vrai que la première année, il y avait mon corps extérieur qui vivait, qui s'adaptait aux situations de vie, et il n'y avait rien à l'intérieur.
pas de sentiments. J'étais avec quelqu'un de qui j'étais pas amoureuse à l'époque. C'est venu après, mais j'avais des relations pour être comme tout le monde. Et la maladie a pris une place énorme à ce moment-là. Mes parents s'inquiétaient beaucoup. Ils se sont renseignés et ils m'ont poussé à aller voir le docteur Carrier, qui est un psychiatre qui est assez connu, qui est spécialisé dans les troubles alimentaires. Et j'y suis allée donc première année de mon BTS. J'aurais fait qu'une année en BTS parce que du coup j'ai été hospitalisée derrière. Et en fait lui m'a engueulée. Et il a été vraiment très brutal, ce qui je pense. Alors il a la réputation de l'être de manière générale, mais en fait moi j'étais pas prête à l'époque. Et il m'a fait très peur. Ah oui. Parce que je m'attendais à voir quelqu'un qui m'apporte un petit peu des clés, parce que je me rendais bien compte que c'était plus vivable et parce que... Oui, toi, tu disais aussi qu'il y avait aussi... Tellement ça allait loin, là tu commençais à te dire il y a un problème. Et puis je pouvais pas faire ma vie comme ça. Manger pour vomir toute la journée, tous les jours, c'était à plus pouvoir aller en cours. Mais oui. C'était pas vivable. Et ton corps devait commencer à s'épuiser de ça. Enfin, est-ce que tu commençais à avoir des répercussions au niveau physiologique? Il y en avait sûrement, mais en fait, j'en ai eu des tellement plus violentes par la suite que j'ai un petit peu du mal à me rappeler comment mon corps réagissait à l'époque. Et je pense que je l'écoutais pas, donc je pense que c'est aussi pour ça que j'en ai pas de souvenir. Mais en tout cas, voilà, c'est là que tu commences à te dire il y a un truc qui va pas. Donc tu rencontres ce médecin qui est un peu brutal, du coup. Qui a pas eu complètement tort, parce que c'est vrai que je m'attendais à avoir des ressources en allant le voir, et en fait il m'a engueulée. Il a insisté sur le fait qu'en fait là j'avais pas mille options, c'était me faire hospitaliser ou rester comme ça, mais on découlerait sûrement un arrêt cardiaque. Et je m'attendais pas à ça en fait. Je m'attendais pas à ce que quelqu'un du corps soignant voit ça de manière aussi grave. Ça a été un peu dur, et puis du coup j'ai totalement refusé de retourner le voir et d'être hospitalisée à la clinique où il était. Ah, ok. Donc toi, ça a provoqué ça, en fait. Ça me fait penser à gouverner par la peur. Enfin, je sais pas pourquoi il y a ça qui me vient, mais faire peur, ça peut être un ressort qui fonctionne, comme ça peut être complètement contre-productif, quoi. En fait, ça a quand même fonctionné, dans le sens où ça m'a permis d'accepter l'idée de l'hospitalisation et de me faire hospitaliser derrière, mais pas dans sa clinique. Ah, ok. Ça Parce a ouvert que trop la peur porte. de lui. C'est ça. Donc, ça a ouvert la porte à cette prise en charge, mais non, il était trop effrayant, quoi. Ouais, exactement. Donc, je me suis quand même débrouillée pour me faire hospitaliser dans une clinique, mais en fait, une clinique pas du tout adaptée, malheureusement. Je le savais pas à l'époque. J'ai fait avec les moyens que j'avais, les connaissances que j'avais. Mais je me suis retrouvée hospitalisée pour troubles alimentaires, avec le droit d'aller à la salle de sport de la clinique tous les jours, 2 sorties piscine par semaine, les repas étaient libres, les toilettes ouvertes, donc Et j'avais pas de suivi dans la clinique. Je voyais pas de psychologue, je voyais pas de diététicienne, j'avais pas particulièrement de groupe. J'étais à l'hôtel, vraiment. Ok. J'avais le droit de garder mon téléphone, ils m'ont pas fait de fouille à l'arrivée, donc tout ce qui est, normalement, on vérifie que vous ayez pas de lame, de matière coupante, typiquement. J'étais à l'hôtel. Parce que la clinique ne prenait pas en charge en fait les troubles alimentaires. Je crois qu'on était 2 sur l'intégralité de la clinique à être là pour cette pathologie. J'ai fait 2 mois là-bas, et puis au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Je me suis débrouillée pour dire à la psychiatre, écoutez, ça va mieux, laissez-moi sortir. Elle m'a dit ok, et puis je suis partie, quoi. Ok. Du coup, ça n'a rien réglé. Ça a bougé un peu les choses, parce que je suis sortie et je me suis vraiment réfugiée dans le sport à l'excès. Alors, j'en faisais déjà beaucoup, mais là, c'est devenu quelque chose d'omniprésent, et dans ma tête et dans mon quotidien. Autant que la nourriture, quoi, à équivalence. Je remangeais, donc j'ai pris du poids. J'allais beaucoup mieux de l'extérieur. Mais c'est là que mon chéri m'a commencé à voir les répercussions, à supporter les crises d'angoisse liées à tout ça, à supporter les prises d'alcool qui me mettaient en soirée dans des états catastrophiques, et à devoir gérer toutes ces situations, et à craquer plusieurs fois, ce qui a énormément joué sur ma relation. Pendant, je pense, 1 ou 2 ans, où il y a eu des séparations, des remises ensemble, ça a été un peu compliqué, il s'est vraiment battu. Jusqu'à mettre les choses à plat, et en fait à commencer à me dire ok, il va falloir que je soigne des choses, que je règle des choses si je veux garder cette relation.
parce que j'avais quand même réussi à retrouver des émotions, en fait, en remangeant. Oui. C'est vraiment l'impression que j'ai, que le fait de me mettre quand même renutrie a fait que j'ai retrouvé des émotions, des sensations. C'était moins ce phénomène de coquille vide dont tu parlais tout à l'heure. Et du coup, à m'attacher, à tomber amoureuse. Et oui. À accorder de l'importance à certaines choses de ma vie où j'avais pourquoi j'avais plus d'intérêt. C'est ça a remis du sens en fait. Tout à fait. Et puis de là j'ai commencé à travailler un petit peu sur moi, mais pas encore vraiment sur les troubles alimentaires parce que la boulimie était toujours une honte. Donc à travailler sur moi plutôt pour gérer mes émotions, à essayer d'aller voir quelques thérapeutes avec différentes approches. C'était quand même compliqué, hein. Je le faisais avec un effort assez conséquent. Ça a un petit peu payé parce que ça m'a quand même, je pense, aidé à gérer certaines angoisses. Oui, parce qu'il y avait aussi ça, tu disais, de l'anxiété, qui va assez souvent de pair avec les troubles alimentaires. Oui, forcément. Il y avait l'anxiété, il y avait tout ce qui va toujours avec, les idées noires, les envies de mettre fin à mes jours, parce que c'était aussi suffisamment insupportable pour que le suicide soit une option. Mais oui, malheureusement. Je pense que j'ai de la chance qu'il se soit vraiment accroché. On a commencé à avoir des projets de maison. Et j'ai commencé à rentrer dans le monde professionnel à ce moment-là. Et est arrivé le confinement. Et le confinement a été très compliqué pour tout le monde. Et le confinement a un peu anéanti tous mes projets professionnels. Il est tombé à un moment où j'arrivais un peu au top de ce que je voulais atteindre professionnellement par la réussite au niveau de là où arrivaient mes nageuses en termes de compétition, en termes de niveau. Et confinement, donc tout est annulé, tout le monde repart chez soi et puis les projets ont été annulés et non reportés. Et te voilà face à toi-même, un peu. Ouais. Exactement, avec du temps libre toute la journée, à combler par du sport, du coup, à nouveau. Et puis, comme chez beaucoup de gens, le confinement a nécessité de trouver du contrôle ailleurs, en fait. Exact, là où tout échappait. Et du coup, ce confinement a été très compliqué et très bénéfique parce qu'il a été malheureusement l'élément déclencheur d'une énorme rechute dans l'anorexie. Et à la fois une grosse prise de conscience de il faut que je me tourne vers des professionnels formés parce que je ne m'en sortirai pas seule. Il y a eu en même temps une dégringolade, si je peux dire ça comme ça, et en même temps un switch, quoi. Ouais, c'est marrant parce que c'est assez contradictoire, mais du coup, en effet, dès qu'on a été déconfinés, arrivé sur l'été, ça a été du printemps 2020 au printemps 2022, du coup de l'année dernière, ça a été je pense, les 2 années les plus compliquées. Et en même temps, les 2 années où j'ai été suivie et investie au mieux. Ce qui est assez contradictoire, j'ai l'impression, quand je le dis, mais ça paye après par la suite. Et oui, c'est ça. Et je suis aussi avec ce qui avait fait que tu avais consulté la première fois. C'est allé tellement loin, en fait, qu'il y a eu un moment où c'était plus possible de faire autrement que de te faire aider. Alors, je dis pas que c'est ça qui se passe toujours, ou qu'il faut que ça se passe comme ça, mais en tout cas, c'est ça que tu as vécu. Exactement. Après, je pense que se faire aider est quand même une chose nécessaire. Même si, de tout plein de façons différentes, puisqu'on n'a pas tous besoin des mêmes choses. J'ai vraiment trouvé de la ressource, moi, en me tournant vers des professionnels spécialisés. Je me suis tournée vers le centre TCA de Grenoble. Et en fait, ils m'ont amenée à refaire des diagnostics, à avoir tout un panel de soignants différents, psychomotriciennes, diététiciennes, psychologues, psychiatres, infirmières, à commencer à me suivre aussi au niveau des prises de sang, à essayer de me faire prendre conscience que, en fait, il y avait des répercussions physiques que je ne connaissais pas. Notamment les chutes de potassium. Et puis en même temps, ça a été 2 ans où j'étais un peu convaincue que je devais, parce que je dirais pas je pouvais, parce que je pense que j'ai jamais pensé pouvoir, mais je devais m'en sortir, mais rester maigre. Et j'ai mis beaucoup de temps à accepter que non, que mon corps choisirait ce qui serait, mais que malheureusement, les deux n'étaient pas compatibles. Eh oui. En tout cas, pas pour moi. C'est ça, et que la guérison passerait par une reprise de poids, quoi qu'il en soit. Ouais. Mais ça a été vraiment, vraiment très long, et ça a été 2 ans où il y a eu des prises et des pertes de poids jusqu'à décembre 2021 où j'ai dû arrêter le sport. Où là, en fait, je me suis retrouvée vraiment à un stade de faiblesse physique qui était conséquent. Et où s'en est suivi dans les mois d'après des problèmes au niveau cognitif. Et je pense que c'est ce qui m'a fait peur. Et oui.
le fait de plus réussir à me servir de mon cerveau correctement, à des fois plus comprendre, les pertes de vision. Et là, je me suis un petit peu inquiétée, même si la maladie est très forte. Mais oui, hein, pour raconter des histoires. Ouais. Hein. C'est assez impressionnant. Et puis, j'étais contre l'hospitalisation parce que j'avais vécu une très mauvaise expérience. Et oui. Donc, ça me semblait inconcevable de me faire hospitaliser. Et je prévenais tout de suite les soignants quand je les voyais. Je veux m'en sortir. Par contre, je vous préviens, ça, c'est pas une option. Jusqu'à ce que je me tourne du coup, donc le centre TCA qui m'a amenée vers une psychologue qui me suit encore et qui est merveilleuse. Et puis, même si ma psychologue m'accompagne beaucoup et très bien, dans mon quotidien, c'était pas assez omniprésent. Oui. Et du coup, je me suis retournée vers l'hôpital de jour de la clinique Saint-Vincent-de-Paul, qui est la clinique du docteur Carrier que j'avais vu 5-6 ans plus tôt. Précédemment. Exactement. Mais voilà, on m'avait dit qu'elle avait changé et tout ce qui s'ensuit. Donc, je me suis dit, bon, et puis c'est un hôpital de jour, c'est pas une hospitalisation, je peux tenter. Et en arrivant à l'hôpital de jour et sur les premiers rendez-vous, on m'a tout de suite dit non, mais on peut rien faire pour vous, faut que vous vous fassiez hospitaliser. C'était absolument pas négociable. Ils se sont battus à multiples reprises. Et 2 choses, je pense, qui m'ont fait réagir, qui sont les problèmes cognitifs. Parce que perdre mon physique, c'était une chose, mais alors perdre mon cerveau, c'était dur à accepter de me dire là, je vaux plus rien, quoi. J'ai plus rien que j'arrive à faire fonctionner, ça devenait très compliqué. Et puis, je pense que l'option de mettre fin à mes jours qui est devenue trop envahissante. Et j'avais tendance à faire, étant donné que ça faisait 1 ou 2 ans qu'on avait commencé à me prescrire traitement par-ci, un traitement par-là, un coup je prenais, un coup je prenais pas. Je faisais un peu n'importe quoi avec et j'avais commencé à faire depuis quelque temps un petit peu d'abus médicamenteux de manière ponctuelle. Et à économiser tout ça et à vraiment à laisser la place à si j'y arrive pas, je veux pas vivre comme ça, donc il faudra que ça s'arrête. Et je pense que je suis sûre, je me suis fait très peur en ayant un abus trop conséquent sur le printemps dernier et en fait en me disant donc en fait là c'est plus vivable à ce point. Mais réellement, profondément, je ne veux pas faire ça, je ne veux pas quitter mes proches, je ne veux pas leur faire vivre ça. Donc, il va falloir que j'accepte en fait de poser mon cerveau auprès des soignants. Et c'est vraiment dans cette démarche que je suis allée sur la suite de mes rendez-vous à l'hôpital de jour en leur disant, écoutez, voilà, tenez, je vous pose mon cerveau, c'est vous qui décidez et moi je fais. Parce que visiblement, j'y arrive pas toute seule. Donc dites-moi et j'applique parce qu'il faut que je vive sans ça. Il y a eu besoin de ce trop-plein, C'est ça, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il a fallu que ça en arrive jusque-là, en fait, comme sur le fil de vie ou de mort, en fait. Ouais, ça a été exactement ça. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir mon conjoint, malgré le fait qu'il ait très mal vécu la première hospitalisation. Il m'a tout de suite encouragée avant même que moi j'accepte en me disant écoute les soignants, fais ce qu'ils te disent, vas-y le temps qu'il faut que tu y ailles, mais il faut que tu t'en sortes parce que t'en as besoin et puis parce que je pense qu'il m'a aussi fait entendre que lui il était là mais qu'il le serait pas éternellement en fait. Si je m'en sortais pas, il pourrait pas... Il a toujours eu très envie d'avoir des enfants. Moi, j'avais mon corps qui en était incapable et puis ma tête qui en était pas bien capable non plus. Bah oui, c'était vraiment pas d'actualité, là. Et du coup, j'ai accepté l'hospitalisation et ça a été une excellente décision. Notamment de me faire hospitaliser dans une clinique qui n'hospitalisait que des troubles alimentaires. Et oui, qui était vraiment spécialisée. Ouais, vraiment adaptée. C'est une clinique qui est assez connue, un peu comme on entend beaucoup parler de Sainte-Anne à Paris. Et j'en entends de tout, du bien, du mal, mais moi, c'est vraiment sans regret. Et en fait, en arrivant, que ce soit à l'hôpital de jour ou à la clinique, je me suis aussi rendu compte qu'en fait, je minimisais énormément. J'étais à un stade de la maladie qui était conséquent et qu'en fait, j'aurais dû m'alerter, mais bien plus tôt. Et qu'il y a beaucoup de personnes qui s'alertaient bien plus tôt et qui avaient bien raison de s'alerter aussitôt. Oui, d'où le côté prévention dont tu parlais au début de l'épisode. Toi, tu es vraiment là pour passer ce message de prévention. Que ce soit aux parents des jeunes ou que ce soit aux jeunes. Alors, je pense que malheureusement, quand on a déjà commencé à avoir des comportements un petit peu qui commencent un peu à s'ancrer, je pense que malheureusement,
on est trop buté. La maladie a déjà une place assez conséquente, mais par contre, la prévention, elle est aussi dans le but de l'avant, de quand il y a juste quelques pensées et de prendre conscience avant de basculer, en fait. C'est vrai que je connais des personnes aussi qui ont eu la force de réagir après très peu de temps enfermées dans la maladie. Et j'aurais aimé, moi, à 16-17 ans, avoir la force de comprendre. Oui. Tu penses qu'il s'agit de force ? Enfin, je suis étonnée de ce mot-là. Non, peut-être pas force, mais ressources. Je pense que je n'avais pas les ressources pour comprendre. Mais c'est ça, parce qu'il ne serait pas question de te blâmer de quoi que ce soit, et je ne pense pas que c'est ça que tu fasses, hein, mais oui, c'est ça, c'est les ressources, en fait, qui manquaient. J'ai fait beaucoup de reproches à mes parents à l'époque, et aujourd'hui, en fait, même si ça a toujours été aussi compliqué, aujourd'hui, je me dis simplement qu'en fait, mes parents n'ont pas eu les ressources. Ils ont fait comme ils ont pu, avec celles qu'ils avaient, et puis c'est comme ça, et les parents des jeunes ados qui malheureusement basculent dans des comportements de troubles alimentaires, ont plus ou moins des ressources. Et je pense que la prévention peut en apporter, peut ouvrir l'esprit, peut apporter des contacts, vers quel groupe de parole je peux me tourner, vers quel soignant je peux me tourner. Oui, et à quel moment commencer à s'alerter aussi, en tant que parent. Tout à fait, aussi. Oui. Julie, je suis en train de voir qu'on va bientôt se quitter pour cet épisode. Et alors, j'étais avec 2 questions. La première, c'est où est-ce que tu en es aujourd'hui, de ce processus, et puis surtout, quel serait le message que tu souhaiterais transmettre avant qu'on se quitte, la dernière chose, la chose la plus importante, enfin, comme je demande à mon habitude. Alors, où est-ce que j'en suis ? Pas guérie. Il y a eu encore des périodes très compliquées après l'hospitalisation, mais par contre avec beaucoup d'honnêteté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'en parle sans gêne, où que ce soit. Je reconnais les comportements que je peux avoir en lien avec la maladie. Et puis, j'ai confiance en ma capacité à guérir aujourd'hui. Et j'en ai d'autant plus envie que je suis tombée enceinte de manière un peu beaucoup inattendue, parce que j'avais plus de règles depuis 2 ans et que rien ne se prêtait à ce que ça soit possible. Et aujourd'hui, dans l'objectif de prendre soin de moi, d'accepter que la guérison c'est long, mais que que je suis entourée d'une équipe soignante formée, compétente et conséquente. Puis les choses vont avancer, que ce soit pour moi, que ce soit pour la famille qu'on construit, que ce soit pour mon conjoint, que ce soit pour mes proches qui ont été un soutien énorme sur les mois précédents. Et voilà où j'en suis. Il y a des hauts débats, mais... Avec un sacré clin d'œil de la vie, là. Avec ce bébé qui arrive, là. Même s'il y a des difficultés, avec l'envie notamment de vivre, de construire, d'avancer, d'évoluer, de vivre. Et puis, si j'avais un message à faire passer aux personnes qui en souffrent, ce serait que le travail paye, que l'acharnement paye, déjà, et que personne ne regrette de se soigner de troubles alimentaires ou même d'une relation conflictuelle avec la nourriture, parce qu'il n'y a pas besoin d'un diagnostic ou d'une pathologie reconnue ou excessive pour souffrir. Donc que le travail paye et que ça en vaut la peine. Même si j'en suis pas sortie, j'en suis convaincue. Et aux entourages, que c'est long, mais que le soutien, la bienveillance et l'information exactement est précieux pour les personnes qu'on a à cœur de soutenir face à ce genre de problème. Oui, et j'avais envie de rajouter aussi que ce soit pour les personnes qui souffrent de ces troubles ou leur entourage, la patience, et Dieu sait que nous pouvons être impatients, surtout dans la souffrance. La patience, elle est énorme à avoir, parfois. Je peux comprendre que ça soit compliqué parfois pour l'entourage. Je pense vraiment que même si, bien sûr, pour la personne qui en souffre, c'est d'autant plus difficile, mais vraiment, je pense que l'entourage, des fois, a besoin de trouver des ressources conséquentes pour pouvoir être là, coûte que coûte, jusqu'au bout, et face à des situations qui sont parfois incompréhensibles, malheureusement. Ben oui. Mais oui, ça en vaut la peine, et malgré les années, parce que en souffrir pendant une dizaine d'années, ça a été vraiment un frein en fait dans la guérison, mais ça n'empêche que c'est possible quand même. Malgré le nombre d'années accumulées, ça n'empêche que c'est possible. Oui, j'entends aussi vraiment un message d'espoir que tu souhaites partager. J'en ai eu beaucoup besoin tout le temps, mais notamment pendant les mois précédents, et c'est vrai que
l'espoir des discours des autres et notamment les podcasts et typiquement tes podcasts qui je me rappelle quand je sortais de la clinique et que j'allais marcher, je me mettais un podcast et j'écoutais et je me disais lâche pas tes efforts parce que tu vois ça paye chez les autres et tu vas y arriver. Et c'est là où les podcasts ont été vraiment une ressource pour moi. Et oui, et qu'à ton tour, tu passes la balle, tu sais, je sais pas comment tu fais quelque chose d'un relais en fait. Ouais, tout à fait. Oui. Je te remercie beaucoup, Julie, pour la générosité de ton témoignage et puis d'avoir pris ce temps et de partager à ton tour. Je te souhaite tout ce qu'on peut te souhaiter de plus doux, de plus lumineux, de plus coucounant pour cette période de grossesse et puis pour la poursuite de ton processus, pour laisser derrière toi cette période de 10 années de bagarre avec toi-même. Je te souhaite vraiment tout le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Peut-être à une prochaine fois. Est-ce que tu serais OK que les personnes te contactent si elles le souhaitent ? Il y a pas de souci. Que ce soit par Instagram, c'est vrai que c'est comme ça qu'on est rentré en contact, ou par mail, l'un ou l'autre. OK, tu nous diras ce qu'on laisse dans la description de l'épisode et puis vous trouverez du coup tout ce qu'il faut pour contacter Julie. Merci beaucoup, Julie. Avec plaisir. Nous voici à la fin du témoignage de Julie. N'hésitez pas à la contacter via son compte Instagram, dont vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. Si vous aimez la pleine conscience du pouvoir, n'hésitez pas à soutenir notre travail en partageant les épisodes, en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute, en notant le podcast et en laissant un avis positif si cela vous est proposé. D'avance, merci et à très bientôt pour un prochain épisode.